Bonjour à tous, bienvenue Bonjour à dans notre... tous. Bonjour, alors nous avons Lionel qui est revenu, voilà. Voilà. Salut Lionel. On allait commencer, on allait commencer, puis on t'avait perdu, ce qui aurait été un petit peu dommage pour ce nouveau webinaire qui va traiter de l'IA. Aujourd'hui, on a un invité qui est Lionel Régis-Constant, qui est expert pour développer des solutions IA dans les entreprises, et surtout avec une spécificité, c'est aussi l'IA éthique de sa conception à son usage, qui est un angle auquel on est sensible. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous avez le QR code parce qu'on a 2 questions sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, donc, avec Lionel, on va parler de comment préparer votre organisation à l'arrivée de l'IA. Question que se posent de nombreux dirigeants et managers. Merci Elodie. Avant de présenter, de faire un petit tour de table, on voulait vous dire pourquoi en fait on a eu envie de faire un webinaire sur ce sujet. C'est qu'on entend beaucoup de choses, ça bouge beaucoup, les technologies, les outils évoluent énormément. Et vous savez, Anthrope, on s'attache tout d'abord à ce qui fait la réussite des transformations, à savoir l'élément humain, le facteur humain. Et donc, l'envie qu'on avait, notamment en profitant de l'expertise de Lionel et ses retours d'expérience, c'est de voir comment, justement, pour ne pas tomber dans les sujets techniques, comment préparer une organisation humaine, une entreprise, à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, en fait, on va s'appuyer sur, nous, ce qu'on appelle la pyramide du changement, en 4 étapes, comme les 4 étapes, les 4 étages d'une fusée. On va parler d'abord de la phase connaître, et on va parler d'acculturation des équipes. Puis, dans un second temps, avec Elodie Lionel, on verra la phase de comprendre, la compréhension, et notamment se focaliser sur les besoins métiers pour aller jusqu'à la vision stratégique. Et puis, dans un troisième temps, on va s'arrêter sur la notion d'adhésion. Et vous le savez, l'adhésion, elle est essentielle pour que tout projet de transformation soit efficace et effectif. Et donc, on va parler de comment créer les conditions de l'engagement. Et puis, le quatrième étage de la fusée, c'est l'action qu'on n'évoquera pas dans notre webinaire. Et donc, on va se concentrer principalement sur ces 3 étages. Alors, rappel, il y a vraiment le petit QR code et il y a 2 questions. Donc, sur le Mentimeter, vous avez 2 questions qu'on débriefera après. Certains n'ont répondu qu'il y a une. Et tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En général, on y répond plutôt à la fin, mais s'il y a des questions vraiment qui éclairent la partie sur laquelle on est, on la posera et on y répondra en direct. Lionel, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens? Alors, rapidement. C'est quoi Naomedia? Donc, Naomedia, en fait, c'est une association, l'OM 1901, qui a été fondée à Nantes et qui essaye justement de parler d'IA aux citoyens. Donc, les citoyens, mais il y a aussi une dimension un petit peu sur l'environnement local. Moi, je suis basé à Nantes, donc essayer un petit peu aussi de faire parler les acteurs locaux. Mais les idées, c'est de parler surtout des enjeux d'éthique, les impacts sociétaux de l'IA, tout ça à destination des citoyens pour leur offrir vraiment la meilleure vision possible de l'IA. Merci, c'est super clair. Et puis sinon, professionnellement, voilà, je travaille depuis des années en fait dans l'IA, que ça soit dans la conception de solutions, l'accompagnement d'entreprises. J'ai fait ça dans diverses entreprises et dans divers pays aussi, ce qui était toujours intéressant d'avoir un éclairage d'un point de vue non français. Et donc voilà, c'est un petit peu avec ces deux casquettes en fait que j'ai le plaisir de répondre à l'invitation d'Anthrope. Et Lionel, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, et on est tenu par le temps, mais ce qui m'a marqué quand on s'est rencontrés il y a quelques temps, tu m'avais dit, mais pour nous, l'IA, c'est pas uniquement les LLM et ChatGPT qui ont débarqué en 2023. Pour toi, l'IA, ça a commencé déjà il y a plus de 10 ans avec ce qu'on appelle le machine learning, c'est ça, hein? Exactement, en fait, l'IA, elle est dans tous les médias, tout le monde en parle parce qu'en fait, c'est dû surtout au succès de ChatGPT qui a permis d'avoir une interface rapide pour se connecter sur l'IA. Mais le monde de l'IA, il est bien plus grand. Il y a différents types d'IA, même si dans le cadre sans doute de ce webinaire et puis un petit peu dans les médias, on parle surtout d'IA générative. Voilà, ce qu'on appelle les LLM. Ok, merci pour cette précision. Préciser les termes.
Alors, pour démarrer, alors Jean-Marc, on ne se présente plus? Non, de toute façon. Non, ça y est, on est identifié, je crois. Donc il y a une première question, qui était d'évaluer le degré de maturité de votre organisation. Ah bah, c'est très on a sur les trois premières, phases, heu, des maturités assez équilibrées dans les répondants. Lionel, je te laisse peut-être réagir à cet équilibre par rapport à toi, ce que tu constates dans les organisations que tu accompagnes? Alors moi, ce que je constate, hein, c'est que la plupart des organisations avec lesquelles je travaille sont plutôt au niveau 2. C'est-à-dire D'accord. qu'ils sont en train d'en fait, souvent de faire des premiers prototypages, de petits projets d'applications à base d'IA. Souvent aussi, ça peut se limiter entre guillemets à prendre un fournisseur d'IA, voilà, on peut penser à Microsoft par exemple avec Copilot, en sachant que voilà, ce sont des étapes qui sont intéressantes, mais qui suffisent généralement pas à prouver en fait, à amener un vrai ROI. Il y a d'ailleurs eu, ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est qu'il y a 6 mois, on a eu quand même une grosse phase de déception un petit peu vis-à-vis de l'IA, où il y avait pas mal d'entreprises qui avaient commencé à tester des, Mmh. des applications et qui en fait voyaient pas trop en fait le ROI qui était en face de ce qu'ils avaient dépensé, hein. Et donc là, voilà, il y a des nouveaux algorithmes, des nouveaux modèles qui arrivent, ça continue à bouger. Mais en tout cas, voilà, c'est souvent cette phase, ce niveau 2, où il y a souvent un point de bascule. Ok. Oui, c'est intéressant aussi d'entendre sur les déceptions. Je dirais que ça fait même la transition vers la prochaine slide. Et rappelle l'importance d'être accompagné parce que c'est vrai qu'on a cet effet waouh. Personnellement, je l'ai eu régulièrement en testant des outils IA et au-delà de l'effet, assez impressionnant de l'effet waouh, bah, qu'est-ce qu'on construit et qu'est-ce qu'on l'entreprise décide de mettre en place? Effectivement, d'être accompagné dans cette réflexion permet de gagner un temps précieux et puis je crois surtout de donner du sens. Mais ça, tu vas nous en parler. Merci. Est-ce que J'allais Et dire, ben est-ce on que vous voulez reprend. ajouter quelque chose? Oui. La Alors, transition. ouais, on s'était dit, pour revenir toujours sur le pourquoi de ce webinaire, l'IA, on va le voir, n'est pas un projet IT classique. Et d'ailleurs, l'IA, un projet IA n'est pas un projet IT. Et ce qu'on perçoit, et tu le disais effectivement, Lionel, il y a quelques instants, il y a un effet déceptif, peut-être sur la technologie, mais aussi un effet déceptif sur l'appropriation. Et nous, on se rend bien compte que effectivement, beaucoup d'organisations se focalisent sur la partie peut-être data, la partie expertise en technique, mais souvent les salariés sont parfois laissés un peu seuls pour s'approprier cette technologie et l'intégrer dans leur métier au quotidien. Donc nous, le premier message, premier appel qu'on voulait faire, c'est qu'effectivement, tout projet, qu'il soit technique ou pas, en général, non pas décuple, mais augmente de manière très forte. Et nous, on positionne le chiffre de 7. On multiplie par 7 les chances de réussite d'un grand projet de transformation si effectivement on met en place une dynamique d'accompagnement et d'accompagnement du changement. Voilà. Et c'est ce qui va guider nos échanges dans les prochaines minutes. Avant de te repasser la parole, Lionel, Élodie et moi souhaitions rappeler la pyramide du changement sur laquelle on s'appuie lorsqu'on accompagne des organisations, quelles qu'elles soient. Et notre principe, il est très simple. On ne peut pas passer à l'action et enclencher un changement individuel au collectif si on n'a pas préalablement adhéré au changement. Donc, si on n'y voit pas, si on y voit son intérêt, et on ne peut pas adhérer si préalablement on n'a pas compris quelle était la nature du changement et les impacts que le changement allait avoir sur soi à titre individuel, mais aussi sur le collectif. Et on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas. Et je repasse la parole, Lionel. Comment toi tu interprètes ces 4 étapes spécifiquement dans le cadre d'un projet d'implémentation d'intelligence artificielle? Ok. La partie, voilà, la base de la pyramide, connaître, c'est quand même une étape qui est assez importante parce qu'en fait, au niveau de l'IA, on entend un peu tout et n'importe quoi.
Des fois à raison, parce que ça va tellement vite qu'on n'est pas exactement sûr de la direction que ça prend, mais souvent à tort. Voilà, il y a pas mal de fantasmes qui sont mis autour de l'IA. Donc, ce qui est assez important, c'est d'abord de bien connaître, en fait, de mieux connaître cette technologie, de savoir qu'est-ce qu'elle peut apporter et qu'est-ce qu'elle peut ne pas apporter, ce qui est un élément qui est aussi important que l'élément positif. Je sais que moi, j'ai fait à titre personnel pas mal d'acculturation pour des comités de direction, par exemple, ou plutôt des fonctions dirigeantes. Et ça permet quand même un petit peu de remettre l'église au milieu du village, hein, si j'ose parler comme ça. Et de montrer voilà, quelles sont les différentes sortes d'IA, parce que quand on en avait parlé un petit peu précédemment, il y a des IA qui sont complètement différentes des LLM, qui sont beaucoup plus dans la prédiction et beaucoup plus dans ce qu'on appelle les IA déterministes, c'est-à-dire qu'on va savoir en fait quelles vont être les données qui vont arriver en sortie, tandis que dans une IA générative type ChatGPT, si vous posez 2 fois exactement la même question avec exactement les mêmes mots, vous aurez 2 fois vous aurez des réponses qui seront différentes à chaque fois. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une IA non déterministe. On n'est pas exactement sûr de la sortie. Il y a également voilà, un certain nombre de choses aussi pendant les séances d'acculturation. Moi, j'aime bien demander aux dirigeants de prompter un petit peu, de faire un petit peu de pratique. L'idée, c'est de commencer un petit peu à mieux connaître cette technologie et surtout d'essayer de parler d'éléments qui seront un peu plus mesurables et Tangible. point de vue technique, tangible, mais aussi humain, voilà, sur l'impact sur les organisations. La deuxième partie, c'est la compréhension. Alors, s'aligner avec votre stratégie, identifier les vrais besoins, ça, c'est aussi une autre étape qui est absolument fondamentale. En fait, le problème majeur de l'IA générative, qui est également son avantage majeur, c'est que lorsque ChatGPT est sorti, ça fait que 3 ans, pour remettre un peu ça, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé en 3 ans. La révélation un petit peu des gens, c'est que pour la première fois, en fait, les gens ont pu être confrontés directement avec une IA en utilisant la chose qui est la plus commune chez les êtres humains, c'est-à-dire le langage. Donc, on pouvait poser des questions, avoir des réponses. Ce qui se passe, c'est que 3 ans plus tard, la plupart des utilisateurs sont toujours pas sortis en fait, de ce mode d'utilisation. En gros, l'IA, c'est une boîte à réponses. On pose des questions, on a des réponses. Alors, il y a certaines méthodes qui vont vous apprendre un peu à prompter, à mettre des choses des documents en pièces jointes, à créer des petits projets, etc. Et tout. Mais en fait, on est toujours assez peu sorti de ce mode d'utilisation. Alors que si on prend vraiment la stratégie de votre entreprise, si on essaie de bien comprendre en fait quels sont vos objectifs business, c'est là qu'en fait qu'on peut commencer à imaginer des solutions d'IA qui sont beaucoup plus performantes et qui peuvent vraiment répondre aux besoins des métiers. Merci. La troisième phase pour l'adhésion, ça c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent en fait. C'est que souvent les projets d'IA, ça vient d'une petite partie en fait justement de la direction, souvent des directions techniques, recherche et développement, c'est le cas le plus courant, ou la DSI, et qui vont être souvent assez enthousiastes, très intéressés, et puis qui vont créer un petit prototype avec 1 ou 2 personnes des métiers. Et puis, ça fait un POC. Le POC, il est livré, ça marche pas trop mal, il y a quelques retours, et puis on reste sur un petit POC qui a quelques utilisateurs et qui finalement, en fait, a très peu d'impact en fait sur le business. C'était un petit peu ce que je parlais, la phase un peu de déception, où en fait les entreprises se sont dit oui, bon, ok, c'est sympa, mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporte véritablement? Et la réponse à cette question, c'est la co-construction en fait de solutions d'IA à l'intérieur des organisations. Et puis la dernière étape, agir, c'est une étape qui est un petit peu plus technique. Il y a des méthodes en fait qui commencent à être assez éprouvées sur le déploiement de solutions d'IA. Souvent, un conseil que je donne, c'est justement de lancer ce premier petit POC dont je viens de parler, mais justement en sachant que c'est en fait plutôt une phase d'expérimentation, avant de commencer à monter progressivement en puissance et de pouvoir monter des projets qui soient un peu plus ambitieux. Merci J'aime Lionel beaucoup. pour cette... Ouais. Pardon.
J'aime beaucoup cette phase de déception qui permet aussi de revenir un peu sur terre à un moment donné, de se dire: «Bah, maintenant qu'on sait que c'est pas magique, on peut passer à la suite». On va le Ouais, c'est détailler vrai. D'accord. dans les parties Ouais. à venir. Merci Lionel. Donc là, la phase connaître qui est la base de la pyramide, on va dire le préalable avant d'agir et d'adhérer, même de comprendre, il faut déjà connaître. Avec, tout à l'heure, on le disait en introduction, bah, beaucoup de personnes utilisent, hein, l'IA dans la vie personnelle, ce qui est très différent d'ailleurs des projets IT où il faut initier les gens, etc. Là, ils s'en sont déjà emparés. Donc avec peut-être l'illusion, c'est une question, hein, je pose forme de question, de déjà connaître. Donc j'aurais envie de te demander, Lionel, à cette étape, cette étape de base qui est de connaître, quelles questions tu poses, enfin, quelles informations tu partages, comment est-ce que tu fais pour acculturer les équipes à l'IA? Alors généralement, voilà, ce que j'ai souvent commencé par des bases un petit peu théoriques, parce que je pense que c'est extrêmement important de savoir l'IA, d'où ça vient et surtout où ça vient. On n'y passe pas des heures, mais je pense que c'est important d'avoir un minimum de connaissances là-dessus. Et Mmh. justement, de parler par exemple de la division entre les IA génératives dont tout le monde parle et puis les IA prédictives, qui, par exemple, être capable de savoir ça. Si vous êtes par exemple un industriel, il y a énormément de besoins d'IA qui ne sont pas forcément des besoins d'IA générative, hein. Vérifier qu'une Mmh. pièce a été montée correctement, vérifier la qualité de tel ou tel produit, etc. Tout, il y a énormément de gains de productivité qui sont à faire avec ce type de technologie. Donc l'IA générative, c'est juste une des familles Mmh. de l'IA. Je pense que c'est aussi important pendant l'acculturation de commencer à parler un petit peu des impacts potentiels de l'IA, que ça soit à l'intérieur de l'entreprise, évidemment, mais aussi des impacts généraux. Parce qu'en fait, c'est des questions qui se retrouvent, on en parlera un petit peu plus tard, quoi, qui se retrouvent un peu dans la tête de tout le monde, que ce soit des impacts sociétaux, mais même aussi des impacts politiques, des impacts au niveau Mmh. médias, des impacts au niveau du marché du travail. Et donc, c'est important, voilà, aussi de pouvoir avoir une discussion d'un petit peu plus haut niveau, de remettre un petit peu ces choses en perspective, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites qui souvent correspondent pas, à mon avis, trop à la réalité. Mais en tout cas, voilà, généralement, on va essayer de remettre un petit peu les choses à leur place, de parler Mmh. de qu'est-ce que fait l'IA, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, adresser un petit peu les peurs de front. Et puis aussi essayer de voir un petit peu, selon les différents types de personnes qui sont là pendant l'acculturation, comment est-ce qu'on peut répondre aussi un peu à leur questionnement. Oui, oui, je partage aussi une amie qui est journaliste et qui a une formation à l'IA dans son entreprise. Et elle dit, mais finalement, on a appris plein de choses et plutôt que d'en avoir peur, on s'est dit, mais en fait, si on met nos données dans la machine, on va nous prendre nos contenus. Donc ça aussi, ça Ouais. éveille aux conséquences, tu dis, aux impacts. Et ça permet aussi d'en prendre conscience finalement sur cette phase. Voilà, je partageais. Donc, pour poursuivre, je te laisse poursuivre sur cette phase, connaître. Quelles questions, se poser aussi, et qu'est-ce que le comité de direction doit clarifier? Alors il y a plusieurs éléments, hein. Un des éléments, en fait, c'est de voir quelle va être la stratégie, quelle est la stratégie, en fait, que l'entreprise cherche à avoir en ce moment. Est-ce qu'ils sont plutôt dans la rétention de leurs clients, conquérir de nouveaux marchés, etc. C'est voir, en fait, quels sont un petit peu leurs enjeux stratégie, et l'IA doit être un facteur d'accompagnement, en fait, Mmh. de cette stratégie. Il y a aussi, en fait, évidemment, les questions autour de la donnée. Il y a, j'ai vu des fois, parfois, le cas d'entreprises qui disent, bah, nous, on voudrait mettre de l'intelligence artificielle dans notre entreprise, mais en fait, leurs données, elles sont éparpillées dans tous les sens. Elles ne veulent pas dire grand-chose. Donc, il y a déjà, en fait, une problématique de data Oui. qui est importante. Ensuite, la qualité de ces données.
On peut avoir des données qui sont plutôt bien structurées, mais si elles ne sont pas nettoyées, si elles ne sont pas validées, ça veut dire que ça sera assez peu exploitable avec l'IA. Pour donner un petit exemple que j'ai trouvé assez amusant, une fois, je discutais avec une grosse entreprise qui distribue du matériel technique. Et quand j'ai eu le directeur marketing et le directeur de production, ils n'étaient radicalement pas d'accord sur le nombre de produits qu'ils avaient en stock. Parce qu'il y en Oui. a un qui dit un produit en stock, ça veut dire ça, et l'autre qui dit un produit en stock, ça veut dire ça. Donc, si on rajoute de l'IA par-dessus, ça ne sert à rien du tout. Quels sont les besoins en sécurité? Ça, c'est quelque chose, on pourra un petit peu en reparler, mais il commence à y avoir de plus en plus de shadow IT avec des gens qui commencent à mettre des données dans tous les sens. Il peut aussi avoir des implications où on envoie des données qui sont sensibles à l'IA. Et puis, le dernier truc, c'est quelque chose que je trouve assez important, qu'il est de plus en plus avec les nouvelles actuelles en matière de géopolitique. L'IA souveraine, ça devient de plus en plus un enjeu pour les entreprises. Avant, personne n'en parlait trop, quoi. Et là, ça le devient de plus en plus. C'est une vraie question, surtout lorsque une entreprise va travailler, par exemple, avec le secteur public, où ça commence à devenir de plus en plus un impératif. Et donc, il y a des vrais choix et décisions à prendre à ce niveau-là. Oui. Je trouve que ça démystifie pas mal aussi l'IA. Enfin, ça permet de réancrer dans des choses très concrètes. Ouais. La data, la sécurité, puis la souveraineté. Voilà, qu'est-ce que ça... Et la façon dont tu accultures, j'imagine qu'effectivement, tu ne vas pas acculturer les différentes les personnes de la même manière, en fait. Quelles sont un petit peu les cibles et les façons dont tu accultures les différents groupes auxquels tu t'adresses dans l'entreprise? Alors ça, exactement. Donc ça dépend vraiment en fait du public. Alors souvent en fait, c'est quand même des comités de direction. Donc il y a des fonctions qui sont radicalement différentes. Donc là, on va prendre une vision un petit peu plus de haut niveau et essayer de voir justement quelle est la stratégie de l'entreprise et en quoi l'IA peut les aider ou ne pas les aider. Après, il peut y avoir d'autres rôles, comme par exemple les responsables des métiers. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une première vision en fait des problématiques des métiers. Et généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord donc justement parler à ces comités de direction. Et après, l'idée, c'est d'aller justement tout en bas et de parler justement aux utilisateurs, aux métiers, et de voir c'est quoi les problématiques qu'ils ont concrètement. Je peux donner un exemple. Je parlais avec un responsable opérationnel qui est plutôt dans l'industrie il y a assez peu longtemps. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, on a compris qu'eux, en fait, ils avaient un besoin parce qu'ils avaient énormément de choses en papier qui devaient être scannées, qui devaient être mises dans une base de données, qui pouvaient être interrogeables. Et puis, justement, il m'a envoyé donc, justement, au responsable de cette partie du process. Et puis finalement, on arrivait un peu à la conclusion qu'en développant justement une petite application d'IA avec de la reconnaissance de caractère, ça leur a fait un énorme gain de productivité. Mais ce qui était important, c'était d'avoir justement les deux niveaux. Et puis souvent, les équipes IT et data, c'est souvent des équipes qui sont assez intéressées par le sujet, et dans lequel je vais avoir une acculturation qui est un peu plus technique. On va parler un peu plus d'algorithmie, d'architecture de données, d'architecture IA. Oui, donc ça va être des langages différents. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Moi, j'aurais envie de dire, j'aurais envie de t'interroger, mais Jean-Marc ne va pas être content sur le temps. C'est aussi bon, d'acculturer de façon différente les métiers, le comité de direction et les équipes plus techniques. Je dirais c'est assez peut-être classique, mais est-ce qu'il y a une différence spécifique pour l'IA? Est-ce que tu aurais une attention particulière sur par rapport à cette techno très large qui est l'IA, sur cette phase de connaître? Alors souvent, oui, il y a une question en fait qui revient un peu régulièrement en fait, c'est un peu l'avenir de toutes ces architectures, puisqu'en fait les architectures classiques en termes d'IT sont un peu radicalement remises en cause en ce moment. Et donc on a souvent tendance un petit peu à parler justement de systèmes d'information en règle générale. On parle beaucoup de sécurité. Aussi. Donc ça, c'est vraiment un gros point qui est important en fait de commencer à parler un petit peu précisément avec ce type de public.
Et puis la souveraineté de la donnée, que j'ai mentionné précédemment, qui commence à être de plus en plus, voilà, je sais que comme Donald Trump avait menacé il n'y a pas très longtemps, voilà, d'augmenter les prix dans le numérique, il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises qui se posent la question. Et si jamais, en fait, alors couper l'accès, j'y crois pas trop, mais si jamais les prix augmentaient de 30 ou de 50%, voilà, dans un délai de 1 ou 2 ans, qu'est-ce qui se passe, quoi? Merci Lionel. Donc, les inquiétudes. On les entend tous. Hein. Est-ce que l'IA va me remplacer? J'ai même pas besoin de lire. Voilà. De lire. Oh là là, il y a des hallucinations. L'IA va dire n'importe quoi. Et puis, je saurais pas. Et certains qui sont très en retrait par rapport à ça. Moi, j'échange parfois avec des personnes qui disent non. Alors moi, pas l'IA, surtout pas. Puis de toute façon, je sais pas trop. Et donc il y a des peurs. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ces peurs qui s'expriment? Alors, je vais répondre que c'est quelque chose qui est assez compliqué, quoi. Je vais parler surtout du remplacement, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Il y a des éléments qui sont assez faux, en fait, dans cette analyse, mais d'autres qui sont vrais aussi. Je pense qu'il faut mettre un peu les pieds dans le plat. Il y avait à un moment, en fait, une espèce de dichotomie entre ceux qui disaient de toute façon, l'IA, ça va créer tellement de richesses que de toute façon, on sera tous au revenu universel, et puis on pourra jouer de la guitare dehors en tongs. D'autres qui disaient, de toute façon, non, ça ne va rien changer, ça va juste créer énormément de productivité, il va y avoir plein de nouveaux métiers qui vont se créer, etc. D'autres qui disent plutôt c'est un scénario un peu catastrophe. En fait, tout ça, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Mais l'un des facteurs les plus importants, c'est est-ce que votre métier, en fait, comporte des éléments avec beaucoup de valeur ajoutée humaine. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, un commercial, il peut avoir en fait énormément de ses process qui vont être remplacés par l'IA. Mais le fait de vendre quelque chose, c'est avant tout quand même une communication entre deux êtres humains qui vont éventuellement faire un contrat entre eux. Et la dimension humaine est extrêmement importante. Voilà, par exemple, c'est des postes qui, à mon avis, il y a assez peu de chances qu'il y ait des remplacements. Par contre, ce qui risque de se passer dans certains métiers où il y a très peu d'interactions humaines, où c'est une suite de process qui sont assez techniques, ben là, ces métiers, il va falloir qu'ils pivotent. Mais en règle générale, de toute façon, globalement, ce qu'on est en train de voir, c'est que même si les gains de productivité sont restés assez modestes en fait au tout début, là, ils sont en constante augmentation parce que les modèles deviennent de plus en plus puissants. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a deux impacts. Le premier impact, c'est qu'on va sans doute avoir besoin d'une personne, alors qu'avant, on avait besoin de 3 pour un certain nombre de tâches. Et puis l'autre facteur qui est un peu plus inquiétant, c'est un marché du travail qui va être un peu en défaveur des juniors, de ceux qui rentrent dans le marché du travail, qui n'ont justement pas cette expérience. L'IA, c'est un outil parfait en fait pour les seniors, des gens qui ont déjà beaucoup de connaissances métiers et qui vont pouvoir l'utiliser avec l'IA. Mais il y a un vrai débat à voir en fait sur les jeunes qui rentrent dans le marché du travail. Mais qui peuvent aussi se former sur des petites tâches au démarrage pour apprendre, le temps d'apprendre, et qui, si elles sont automatisées, ça pose question. Exactement. Mais en tout cas, c'est une vraie discussion. Moi, j'aime bien être assez cash là-dessus. Oui, il va y avoir des métiers où, en fait, il va y avoir sans doute un gros impact de l'IA. Je pense que c'est assez inéluctable. Par contre, voilà, il va y avoir plein de choses qui vont être redéfinies, qui vont devenir aussi plus intéressantes. Et donc, ça va être quelque chose qui va être, je dirais pas que ça va être équilibré, mais il va y avoir sans doute des métiers qui vont être fortement impactés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que pour que tous ceux qui vont adopter et qui vont maîtriser ces outils d'IA, en tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'ils vont avoir un avantage relativement énorme par rapport à ceux qui font le même métier et qui ne maîtrisent pas l'outil. Oui. Super. Je propose de débriefer la seconde question du Menti, qui était, selon vous, quels sont les principaux écueils au succès d'un projet IA? Et ça va nous permettre, Élodie, Lionel, de basculer sur les autres étages de la pyramide et s'approcher de la mise en action. Alors, on vous avait posé une question. Waouh, super.
Alors, on vous avait demandé donc quels étaient les principaux écueils entre trois pôles, hein, qui étaient la qualité et la disponibilité des données. Tu en as parlé, Lionel. Il y avait une autre proposition qui était le manque de préparation. Et enfin, un troisième point qui est le manque de compétences et d'expertise IA. Et on a un beau nuage de points que je te laisse commenter, Lionel. Oui, bah, c'est sur le manque de préparation. Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps, en fait. Justement, c'est ça qui est étonnant avec l'IA, c'est que les gens, ils ont l'impression que c'est relativement simple, quelque part, parce que on met du langage naturel, on tape des phrases. Mais c'est souvent, voilà, le cas d'usage que j'avais mentionné au tout début, c'est un peu l'IA comme une machine à réponse, hein. C'est la machine à questions-réponses. Et c'est souvent, voilà, le cas d'usage qui est souvent employé. Ça peut même être des chatbots qui sont un peu plus spécialisés. Le chatbot RH, par exemple, c'est un classique, hein. Mais voilà, c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment de vraie vision de préparation sur comment est-ce qu'on peut infuser l'IA à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, la data, ben, c'est un autre classique, hein. C'est que quand on veut avoir des bonnes réponses avec une IA, il faut avoir des bonnes data et que ces data soient transformées, qu'elles soient nettoyées, qu'elles soient accessibles, qu'il y ait la sécurité aussi qui aille avec. Et donc, voilà, c'est pas des résultats qui sont très étonnants. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas du tout sur le sujet des manques des compétences et d'expertise en IA. Ouais. Vraiment on est sur des sujets quand même à la fois donnés, mais aussi des très humains de préparation. Alors, c'est peut-être aussi dû à l'audience, hein, de ce webinaire, parce qu'on voit aussi, je vois quand même assez souvent un manque de compétences et d'expertise, voilà, dans les entreprises, ou alors aussi des faits que les gens pensent en fait assez bien maîtriser l'IA, mais c'est pas toujours vrai. Et puis en plus, ça va tellement vite que même quand on est un peu spécialisé dans le domaine, parfois c'est un petit peu difficile à suivre. Et je pense que voilà, effectivement, je pense que ça correspond aussi à une bonne réalité, hein, le fait qu'il y a un axe autour de la donnée et autour de la préparation des projets. Oui. Et je serais curieuse de savoir le petit point qui est vers manque de compétences et d'expertise IA, si c'est la personne qui était, ou une personne qui est dans une entreprise qui est plus avancée en maturité. On n'a pas fait ça de recouper les deux, mais... Il nous reste un quart d'heure pour boucler. Ok. Monsieur. C'est mon job de timekeeper, hein, c'est de mettre un peu sous pression. Il nous reste en fait il nous reste les tâches de comprendre et d'adhérer. C'est parti? Ben oui, comprendre. Voilà. Une fois qu'on a connaissance de ce qu'est l'IA, que les équipes sont acculturées, que l'IA est un peu démystifiée, réancrée dans le réel, voilà, sur la phase comprendre. Qu'est-ce qu'il est important de comprendre dans cette deuxième étape qui permet d'avancer effectivement dans l'adoption, ou pas d'ailleurs, de solutions IA. Que peux-tu nous dire, Lionel, sur cette Alors, étape? tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ta dernière affirmation. Je dirais qu'une fois sur 3, sur des cas d'usage qui sont exprimés, moi, ma conclusion, c'est que c'est pas quelque chose qui va être réglé par de l'IA, quoi. Comme on dit, quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. C'est souvent le cas. C'est souvent, en fait, des process qui sont inefficaces, des data qui sont de mauvaise qualité. Et donc, déjà, c'est un premier filtre qui est assez intéressant, c'est de voir, en fait, quels sont les vrais cas d'usage d'IA. Et puis, partir vraiment de choses qui sont très concrètes avec les métiers, hein. On est là pour parler de process. On est là pour parler de création de valeur. Oui. Et c'est ça qui est le plus important, hein, c'est de voir, en fait, quelles sont vraiment les choses qui sont concrètes. Donc, finalement, c'est des choses qui sont faites depuis longtemps, hein, c'est faire l'analyse de process. Et après, l'IA peut éventuellement justement apporter des solutions. Donc, ce qui était important dans la phase connaître, la phase précédente avant, c'est justement d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que l'IA peut faire. Et ça change tout le temps. Et donc de pouvoir avoir une meilleure idée, au moins un peu globale, de là où elle peut s'appliquer.
et d'essayer de comprendre voilà, les process métiers Mm. qui peuvent être mis en place. Ce que J'ai un bon j'entends, exemple, hein. Il y a une entreprise, il n'y a pas longtemps, qui a viré quasiment tout son service d'aide en fait, aux utilisateurs, qu'ils ont Mhm. remplacé par un chatbot qui marchait très, très, très bien, hein. Sauf que justement, là, ils n'ont pas vraiment compris leur marché, parce que c'était une entreprise qui était plutôt orientée vers le luxe. Et en Mhm. fait, ils ont reçu tellement de plaintes, pas parce que l'IA procurait un mauvais service, mais c'est parce qu'ils avaient la perception que, étant clients d'un produit de luxe avec un prix premium, ben, ils Ouais. avaient le droit de parler avec un être humain et de ne pas Ah avoir un oui. chatbot. Tandis Bah oui. qu'on peut prendre un exemple inverse. Si vous avez perdu votre carte Visa un samedi soir et que vous voulez l'annuler, vous n'aurez aucun problème à parler avec une IA qui va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va vous faire le boulot dans un temps record. Mm. Donc tout ça, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut un petit peu aussi analyser quel est l'objectif final et vers qui vont être les utilisateurs de cette IA. Et donc, il faut vraiment partir vers les besoins des clients et les besoins des métiers. Donc, ce que Et, j'entends, c'est avec ma petite casquette process, ce que tu dis, Lionel, ce qui est important, c'est connaître d'abord comment les processus créent de la valeur ou pas, Ouais, et de voir dans les process quelles sont les opportunités pour mettre de l'IA et pour renforcer la valeur délivrée, tout en ouais, étant aligné avec la promesse pour le client. Et tu ouais. évoquais les segments et l'offre Ou prix. ouvrir de nouveaux services, de nouveaux Ça, produits, de ça nouvelles marche. perspectives. Ça, c'est aussi quelque chose qui est aussi important, c'est de pouvoir offrir des nouvelles choses, des choses supplémentaires et qui il y a, n'existaient pas avant. et il y a Jérôme On Mandy est, d'ailleurs qui nous dit qu'elle approche pour que l'IA crée un business nouveau. Et on répondra peut-être aux questions à la fin parce que le temps est vraiment compté. Et en même temps, il y a euh, la transition. Enfin, je ne sais pas, Jean-Marc, c'est toi qui es gardien du temps ouais, ouais, bah, aujourd'hui. de toute façon, on va un peu dépasser, on va dire à notre audience qu'on va avoir 5 ou 10 minutes de retard, c'est la vie. Moi, D'accord. j'avais un point pour toi, pardon, Lionel, tu indiquais, on n'en a pas parlé, valider les use cases avec 3 filtres rigoureux. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 niveaux de filtres? On en avait, quand on a préparé ce webinaire, tu nous Mmh. avais évoqué en fait hein, la valeur business qui est mesurable, Mmh. la faisabilité technique, Mmh. et puis il y avait le troisième filtre qui était l'alignement avec la stratégie. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Exactement. Alors, est-ce que ça fait sens? Bon, je pense que tout le monde peut comprendre, hein. Je pense que l'exemple justement du chatbot dans le luxe, c'était un exemple là-dessus. Je vais revenir surtout sur le premier, qui est hyper important, ce qui est vraiment en fait indispensable au succès de projets d'IA, c'est le fait que les retours soient mesurables, et surtout dans Mm. les tout premiers projets. Ce qui fait qu'il y a énormément de projets de chatbot en fait qui se sont un peu cassés la gueule parce que on arrive dans les débats de qu'est-ce qui est une bonne réponse. Et c'est un débat qui est un petit peu presque un peu philosophique. On peut aussi avoir des métiers qui peuvent se sentir des fois un petit peu en danger quand on a, par exemple, je sais pas, ça peut être un chatbot qui va faire de l'assistance technique, par exemple, qui non, mais en fait, moi, j'aurais pas dit ça, etc. C'est un exemple classique. Mais le fait d'avoir un certain degré en fait, de quelque chose qui soit mesurable, c'est hyper important. Donc, si on garde par exemple l'aspect du chatbot, au moins, par exemple, quand vous êtes sur ChatGPT, sur Claude ou Gemini, vous avez déjà au moins des pouces levés ou des pouces en bas, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle en IA des tunnels d'évaluation ou des évals. Et c'est hyper important d'avoir des évaluations qui soient fiables et qui Mhm. correspondent à quelque chose. Sinon, on ne peut pas calculer vraiment de ROI et on part sur un peu une politique de POC qui est un petit peu aléatoire et qui vont être éventuellement utilisées un peu en interne comme ça, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc, dans cette priorisation de cas d'usage, il y a une dimension aussi temporelle, hein. Est-ce qu'il y a des gains rapides qui sont à faire? Mm. Quelle est la valeur au niveau de la stratégie de l'entreprise? Et donc, déjà, ça permet de faire une première, voilà, une première différence entre les projets à haute valeur stratégique, qui vont généralement prendre un peu plus de temps, pas toujours, mais généralement, et puis les petits gains rapides. Les petits gains rapides, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va amener justement l'IA à l'intérieur de l'organisation. Les gens vont commencer à en parler.
les métiers vont être impliqués, enfin, quand on fait les choses correctement. Et donc, ça amène tout de suite un mouvement qui est intéressant et qui permet aux métiers de s'impliquer. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ce qui est le plus important, c'est l'alignement avec le business, que ce soit le business existant ou des nouveaux business qu'on veut explorer. Il y a 2 pièges majeurs, tu évoquais, quand on a préparé ce webinaire, qui était de faire... Voilà. Les 2 pièges majeurs que tu évoquais, c'était se focaliser que sur des quick wins, c'est faire des petites choses, Ouais. ou alors se lancer dans un programme beaucoup trop ambitieux, en fait, c'est ça? Ouais. Qu'on n'arrive pas... J'ai vu pas mal de fois les 2 cas, voilà. Souvent, il y a eu il peut y avoir souvent des gros problèmes. Enfin, ça dépend un petit peu de comment est-ce que c'est mené, mais le cas qui arrivait le plus souvent, c'est que quand il y a des gros projets stratégiques, quand on met les moyens, généralement, ça finit toujours un peu par passer. Ça peut être un peu douloureux, mais ça a souvent été, j'ai souvent vu le cas de petits gains. De POC qui sont faits des fois un petit peu à la chaîne ou pire, qui sont faits un peu dans différents coins de l'entreprise où personne ne se parle trop et finalement, ça fait créer un espèce de jouet que les gens ils utilisent un petit peu et puis finalement qu'ils abandonnent. Il y a un classique là-dedans, hein, c'est le chatbot RH. Où vous pouvez avoir des RH qui vont se dire, à juste titre d'ailleurs, si je mets toute la documentation, qu'elle soit un peu légale ou des documents que les employés pourraient avoir à disposition, en fait, plutôt que de poser les questions au RH, ils pourraient parler avec le chatbot. Et puis, comme ça éviterait qu'on passera beaucoup moins de temps à faire des choses qui, des fois, sont à faible valeur ajoutée. Souvent, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, justement, ça éloigne un peu souvent les RH en fait, justement des employés. Ce qui arrive assez souvent, en fait, quelqu'un vient pour une petite question et puis finalement, on reste 2 minutes de plus et on commence à parler de choses qui sont plus importantes. Ça déshumanise un petit peu le truc. Par contre, si on parle d'une énorme entreprise qui reçoivent, je sais pas, 200 requêtes par jour, dont la moitié sont juste, je sais pas, comment est-ce que je change mon mot de passe, machin bidule, etc. Ça peut être éventuellement une solution intéressante. Mais en tout cas, il faut vraiment à chaque fois prendre une distance avec la solution, voir quelle est la partie humaine qui continue à être importante et voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement automatiser. Mais c'est super parce qu'en fait, c'est la transition parfaite pour la 3e étape et dernière section qui est, on va parler d'adhésion. On peut faire plein de choses, mais comment on travaille sur l'adhésion ? Quelles sont les conditions de l'engagement ? Comment c'est aussi la question de l'accompagnement du changement qui est au cœur de notre activité. Ouais. Alors souvent, ça passe en fait, tout simplement par le fait de pouvoir, ce que je fais assez souvent, c'est de pouvoir en fait vraiment construire avec les métiers, l'application. Alors quand on dit ça dans les schémas IT classiques, c'est moi je vous envoie des spécifications, puis vous me renvoyez d'autres, etc., avec des échanges de documents, tout ça, c'est pas très concret, quoi. L'avantage avec l'IA, c'est qu'on peut construire des choses extrêmement rapidement. On peut même faire construire des prototypes en une séance d'un jour ou deux avec les métiers, d'avoir des éléments d'interface, dire en fait ça serait pratique si je pouvais faire ça, etc. Tout. En sachant que les modèles d'IA, ils évoluent radicalement dans le temps. Là, pour l'instant, on était sur une augmentation qui était un petit peu comme ça, et maintenant, ça part un petit peu comme ça. Surtout depuis le mois de décembre, avec les derniers modèles de Google et de chez Anthropic. Il y a de plus en plus, en fait, vraiment la possibilité de construire extrêmement rapidement, en fait, des prototypes d'IA qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Et donc, c'est une occasion, en fait, assez unique d'impliquer vraiment les métiers rapidement, hyper rapidement, de pouvoir vraiment faire du vrai co-développement, quoi. Et là-dessus, de continuer aussi à discuter avec eux, à les former, à les accompagner dans le temps. La dimension d'accompagnement dans le temps, c'est une dimension qui est extrêmement importante aussi, pareil. Si on veut éviter d'avoir un prototype, même si ce prototype marche très bien, que finalement les gens qui l'utilisent l'apprécient vraiment,
mais de pouvoir justement continuer justement à les accompagner dans le temps, parce qu'en fait, les IA vont pouvoir faire de plus en plus de choses, et donc l'idée, c'est de pouvoir un peu maîtriser ça, de se dire comment est-ce qu'on peut soit lancer des nouveaux projets, soit amener des nouvelles capacités à l'application qu'on a produire. Donc tout ça, voilà, c'est quelque chose qui nécessite généralement d'accompagner les gens dans le temps sur cette technologie. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'un projet IT classique, c'est quelque chose d'un peu plus mécaniste. Et là, j'ai dans les explications que tu donnes quelque chose de plus organique, en fait, qui demande un ajustement différent de projets IT classiques. Oui, exactement. En préparant le webinaire, on s'est dit, mais quels sont, en fait, c'est quoi les 3 leviers fondamentaux qu'on a. Et Lionel nous a quitté quelques instants. C'est juste en image. Pardon, Elodie ? Juste, Jean-Marc, je voudrais préciser pour ceux qui doivent partir à 12h30, de toute façon, il y aura le replay. Donc, on sait qu'on dépasse, on assume. Mais voilà. Par contre, vous pourrez revoir la fin. Ce sera disponible sur notre fil LinkedIn. Voilà. Lionel, j'ai dû changer de pièce. Changement d'environnement. En fait, on a abordé les 3 leviers fondamentaux de l'adhésion. On peut s'intéresser à ce que tu évoquais, Lionel. C'est d'abord, ce qui est sûr, comme tout projet de changement, c'est d'avoir une vision claire et un sponsorship visible. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ce n'est pas qu'une question de budget, on le sait bien, et qu'un bon sponsor, c'est un sponsor qui est visible, qui est engagé et qui sait créer une coalition au niveau du comité de direction. Donc, le sponsor, il est vraiment clé. Tu l'évoquais aussi, c'est expliciter le lien entre le projet et l'ambition de l'entreprise. C'est cette fameuse question, est-ce que c'est aligné avec la stratégie ? Est-ce que c'est aligné avec la stratégie ? Est-ce que c'est aligné avec la stratégie ? Une communication, comme tout projet, bien sûr, de changement. Et puis, tu l'évoquais, des experts métiers ou en tout cas des référents IA identifiés très rapidement. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. En fait, c'est toujours vraiment important, comme tout projet de transformation, d'avoir des relais, de pouvoir s'appuyer en fait sur un certain nombre de personnes. Et moi, j'ai animé des projets qui marchaient vraiment bien parce qu'en fait, il y avait ces relais à l'intérieur de l'organisation et qui continuaient en fait à propager les bonnes connaissances, les bonnes pratiques, et de pouvoir vraiment faire un développement IA dans le temps. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante. L'idée aussi, souvent, c'est de les mettre ensemble dans un comité IA à l'intérieur d'une entreprise, parce que ça peut faire aussi remonter les questions que se posent les collaborateurs, mais ça permet aussi et surtout de faire en sorte que tout le monde soit à peu près synchro sur ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai vu, je suis tombé 2 ou 3 fois sur des cas en fait, d'entreprises où il y avait un peu des initiatives d'IA qui popaient un peu dans tous les sens, avec les gens qui ne se parlent pas. Et ça posait des gros problèmes, des problèmes de sécurité, des problèmes techniques, des problèmes Bien sûr. Le second levier qu'on a identifié, bien sûr, c'est avoir une analyse d'impact précoce. Tu l'évoquais, Lionel. Hein. Il faut partir des processus, de ce qui fonctionne bien, de la valeur qu'on crée, mais aussi se poser la question, qui va être impacté ? Et on évoquait l'importance de calculer des changements mesurables. Qui dit changement mesurable, ça veut dire mesurer l'impact. Et surtout, tu l'évoquais lorsqu'on a préparé ce webinaire, c'est être très honnête quand même sur comment les rôles vont évoluer, parce que l'IA, c'est pas un projet IT, c'est beaucoup plus. Quelles sont les nouvelles compétences à développer et quels sont aussi les bénéfices pour chaque population ? Je pense que cette question de l'honnêteté, c'est vraiment une question qui est assez centrale. Je me souviens d'avoir discuté avec, par exemple, des développeurs, qui pouvaient être des développeurs informatiques qui se sentent quand même pas mal un peu en danger par rapport à l'IA. Et l'idée, c'était justement un petit peu de redéfinir leur rôle, qu'ils puissent un peu exprimer qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Ça serait quoi un peu le type de projet et de tâches qu'ils aimeraient faire et qu'ils n'avaient jamais vraiment pu le faire. Donc, par exemple, pour les développeurs, ils ont exprimé l'idée de pouvoir tenter des nouvelles technologies, d'essayer des nouvelles typologies de projets, etc. Tout. Mais ça peut être sur tous les métiers, en fait, d'essayer d'isoler quelles vont être la partie vraiment créative, humaine et intéressante des métiers qu'ils souhaitent développer, et essayer d'envisager les projets d'IA un peu avec cette perspective-là, quoi. Et donc, toute cette histoire de co-construction, de vision commune,
c'est quelque chose en fait qui est absolument essentiel en fait pour avoir le succès en fait d'une stratégie à l'intérieur d'une entreprise. On peut pas, on avait discuté un petit peu de ça, il y a une vraie fatigue IT qui Mmh. s'est mise en place. Ça fait des années, on a eu le big data, il y a eu Internet, il y a eu le mobile, il y a eu tout un tas de choses qui font que les gens sont un petit peu fatigués en fait des changements perpétuels. L'IA, c'est un changement encore plus drastique, mais qui en même temps, quand on prend les choses par le bon bout, ça permet aussi d'avoir avant, quand on était, par exemple, on pouvait être spécialiste d'Excel, par exemple, on était le roi de la macro, etc. Et tout. On pouvait trouver un emploi juste en étant bon avec Excel. Maintenant, on peut chatter avec des fichiers Excel. Donc tout ça, en fait, ça redéfinit vraiment en fait qu'est-ce que font les gens. Et Mhm. l'idée, c'est vraiment de les accompagner, d'avoir vraiment cette vision globale pour l'entreprise, d'avoir les projets business, des choses qui soient mesurables et de les accompagner progressivement vers la redéfinition de leur rôle. Merci. Alors, on disait le quatrième étage, on ne va pas le parcourir parce qu'il faudrait 2 autres webinaires. En C'est revanche, ça. ce qu'on voulait partager avec vous, c'est finalement les conclusions. Qu'est-ce qu'on retient de ces 45 minutes passionnantes? Merci Lionel. On a retenu 3 points. Élodie, je te laisse présenter le premier. Oui, qui a déjà été abordé, c'est que l'IA, c'est pas un Ouais. projet IT en fait. Là, on est effectivement sur une révolution et que l'accompagnement, en fait, il est encore plus nécessaire pour qu'il y ait de la cohérence, aussi ce que tu décrivais, Lionel, et de respecter ces étapes, de prendre le temps que les personnes connaissent, que l'ensemble des personnes de l'entreprise, des salariés connaissent cette techno, comprennent aussi les impacts, comprennent les impacts pour leur métier, et puis de prendre ce temps aussi de l'adhésion et de l'action, c'est fondamental en fait. Donc ça, c'est aussi le premier point qu'on reprend. Il y a la partie qui est technique, mais finalement, moi, ce que j'entends dans tout ce que tu dis, c'est qu'il y a la partie changement qui est fondamentale et que Ouais. l'arrivée de cette technologie, c'est profondément humain, peut-être encore plus que les autres transfos IT qui ont pu précéder. Donc ça, c'était le La premier seconde, message. le second message qu'on voulait, on se répète un peu, mais c'est quand même important, c'est que le succès, donc on parle d'appropriation, on parle d'usage, on parle de confiance. Donc le succès de cette démarche, elle dépend de l'humain. Et je crois que notamment la seconde question de notre petit quiz express, de notre sondage express, l'a bien montré. Hein. La préparation, c'est quelque chose d'humain. L'alignement du codir, c'est quelque chose d'humain. Avoir le bon sponsor, un sponsor visible, mais également intégrer les équipes dans la phase de réflexion et d'ajustement des solutions. C'est en fait l'étape clé, c'est la clé de voûte de la réussite de votre projet. Et finalement, la technologie devient, entre guillemets, la dimension la plus simple. Et c'est vraiment l'adoption sur la durée qui devient le vrai défi. Et puis cette question de méthode aussi. C'est ça aussi que je trouve très intéressant. Il y a les étapes, mais il y a aussi quelques outils que tu as partagés sur quels vont être les filtres finalement, quels vont être les critères qui vont permettre de choisir et de prioriser, qui sont aussi importants. Et puis on revient sur l'humain avec les leviers d'adhésion hein, qui sont fondamentaux. D'autant que là, l'impact sur les métiers, effectivement, là, ça révolutionne nombre de métiers où il peut y avoir des parties d'automatisation. Et puis, toujours la méthode sur prendre ce temps de cadrage. La co-construction, moi, elle m'est chère, la co-construction, parce que c'est là aussi qu'on remporte l'adhésion. Et puis ensuite, avoir eu ces phases amont pour pouvoir déployer un peu plus. Mais moi, ce que j'entends dans le déploiement, c'est qu'il y a toujours en permanence le dialogue et l'adaptation. Que ça change tellement vite que le déploiement, là, il se fait d'une façon un peu différente de ce qui a pu se faire auparavant. Et puis, les décisions stratégiques qui impliquent quel budget, quel partenariat et mesure. Savoir quel est l'impact en fait de ce retour sur investissement et d'avoir des choses un peu tangibles pour en connaître les effets. Voilà les 3 points que nous retenions après avoir échangé avec Lionel. On va peut-être passer aux questions-réponses parce qu'il y en a eu quelques-unes.
Donc oui, je confirme la source des 7 fois. Erwan Nicolas a répondu. Tout à Cela vient fait. de Procey, Tout en à fait. English, Procey. Mike Stoner, alors, ah ben voilà. Question pour toi, Lionel. Parlons de Copilot, par exemple, plus on alimente la bête, plus on s'expose, non? Comment assurer la confidentialité des données partagées et celles qui sont recherchées? Alors effectivement, oui, que si on parle par exemple de Copilot, hein, mais ça peut être d'autres types de solutions. Oui, on s'expose clairement. Alors ce qui se passe, c'est que les grands fournisseurs comme Microsoft ou AWS, ils vont vous assurer un minimum de sécurité et également de confidentialité. C'est-à-dire qu'ils vont dire que les données ne vont pas servir pour le prochain modèle, pour un entraînement. Il y a aussi une dimension de sécurité, etc. Généralement, ils ont des équipes techniques qui sont très bonnes là-dedans. Par contre, il y a le Cloud Act qui a été signé par le gouvernement américain qui fait que quand ils peuvent prendre n'importe quelle data si jamais ça les arrange. La seule solution en fait de pas s'exposer, alors on peut considérer en fait que ce risque entre guillemets, il n'est pas si grave que ça si on fait des applications où on n'utilise pas des données qui sont stratégiques. Oui. Par contre, si on a des données qui sont stratégiques, la solution, ça va être tout simplement d'avoir un hébergement de ces données qui soit ailleurs, et puis d'utiliser éventuellement un modèle open source, type Mistral, en sachant que c'est une solution qui est un petit peu plus complexe à la base. Mais il faut savoir que pour les entreprises comme Microsoft ou comme AWS, ils font 0 argent sur l'IA. L'IA, ça leur coûte de l'argent, quoi. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils stockent vos données. Donc, on peut aussi se dire que, de toute façon, avec IA ou pas, vos données, ils les ont. À chaque fois que vous envoyez un email, que vous ouvrez un fichier Excel ou que vous faites un PowerPoint, c'est sur leur serveur. Donc, les datas, ils les ont déjà. Donc, si vous êtes sur ce type de plateforme, finalement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on utilise de l'IA pour avoir des données, soit des données qui sont très personnelles, soit des données qui sont vraiment stratégiques d'entreprise, ça peut être intéressant d'avoir une infrastructure un peu hybride où on va garder justement les AWS et les Microsoft ou les Google parce que voilà, on ne va pas changer tout d'un coup, etc. C'est des projets qui sont très compliqués. Mais mettre des serveurs avec des données qui sont stratégiques, avec des IA qui soient hébergées, par exemple, en Europe. Voilà. C'est le genre de conversation que je peux avoir. Quelle approche pour que l'IA crée un business nouveau la meilleure. C'est un autre webinaire. Oui, c'est ça. C'est une question qui est assez complexe. Ça réclamerait une réponse qui le soit d'autant. Pour créer un business nouveau, en fait, la première condition, c'est d'avoir des données de très haute qualité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait commencer vraiment à de pouvoir faire des simulations, de pouvoir faire de la prédiction d'IA à partir de données qui sont vraiment de haute qualité. Okay. Donc ça, c'est vraiment la meilleure approche. L'approche, c'est par la data. Sinon, tout le monde, je pense, a fait l'expérience, ne serait-ce qu'avec un chat GPT. Quand on construit un prompt, on lui donne 4 ou 5, voilà, j'aimerais bien faire ci, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais finalement, tout dépend du contexte qu'on va donner à l'IA, donc de la data. Donc, c'est pour revenir à la même chose. Le plus important, c'est d'avoir des data de bonne qualité. Merci. On n'a plus de questions. Est-ce que on voulait d'abord vous remercier tous pour votre participation, remercier Lionel pour ta super contribution. C'était vraiment un vrai plaisir de préparer ce webinaire avec toi. Pour les personnes qui sont au bout du fil ou en tout cas de l'autre bout de l'écran, merci pour votre patience. On a vu quelques-uns étaient partis, mais ce que j'ai vu, c'est que pendant l'heure, finalement, tout le monde est resté collé au sujet et on a des feedbacks super intéressants et très positifs dans le chat. Donc, merci à vous. Lionel, est-ce que tu veux encore parler un peu peut-être de Naonedia ?
Oui, bah, j'en parlais 30 secondes parce que je pense que Oui, tout le monde va avoir faim. Voilà, bah, écoutez, on a parlé voilà, de cette association qui parle d'IA et d'éthique. Donc, on communique surtout à travers de YouTube. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ces sujets-là, voilà, on fait une approche qui est plutôt de haut niveau et stratégique pour parler de ces différents sujets, pour ceux que ça intéresse. merci. Et vous retrouvez sur notre blog et notre page LinkedIn, bien sûr, toutes nos publications et nos replays. Donc, notamment, vous retrouverez le replay de ce webinaire à la fois sur LinkedIn, mais aussi sur notre blog et notre chaîne YouTube. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne Au journée. au Merci à revoir. tous. Au revoir.